Lancer une console est un exercice assez corsé, je ne parle bien entendu pas des efforts méritoires de nos amis haltérophiles qui, parfois, s'entraînent en propulsant au loin par la seule puissance de leurs muscles saillants quelques formats antiques pour le plaisir des chaînes spécialisées dans le ralenti. Prenons un instant pour les saluer au passage, ils sont, après tout, comme vous et moi, des athlètes du numérique. Non, là n'est pas la question. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir quelques instants aux éléments constitutifs d'un lancement réussi de console de salon. Comment s'assurer qu'une machine de divertissement numérique rencontre un succès paroxysmique dans un contexte mondialisé tout en soupesant quel titre proposer au peuple disparate d'une planète jouette. Pensez-y, un jeu capable d'enflammer les foules de l'archipel de Nihon n'est pas forcément celui le plus à même de fasciner un petit enfant fan de Jiban situé près de Rouen. De même, les canons majeurs de la question vidéoludique américaine ne sont pas obligatoirement ceux considérés comme intéressants dans les autres territoires où, prenons un exemple au hasard, le football américain, celui qui se joue avec les mains, est plus une saveur du terroir qu'une discipline athlétique. Dans cet épisode que j'ai maintenant déjà introduit, avec toute la délicatesse que ce type d'exercice nécessite, je vous causerai pendant quelques pages des divers titres sur lesquels Nintendo a parié afin de lancer son format Super Famicom. Mais maintenant, générique. Quitte à enfoncer les portes de la connaissance d'un vigoureux coup de pied métaphorique que mes baskets modiques ont peu de chances de pleinement absorber, quel est le but, en blanc, d'un titre de lancement? Commençons à la base. Il doit démontrer les capacités du hardware vis-à-vis de sa compétition. Pensons immédiatement au plus pressé, le plaisir des sens, graphisme futuriste, sonorité subtile, puis viennent d'autres avantages moins évidents. Pensez au succès stupéfiant de la Wii, une vraie révolution de l'esprit vendue sur un malentendu publicitaire orchestré avec génie, la magie du motion gaming, ses espoirs, ses réalités, l'espace situé entre les deux. Il fallait un jeu résumant ses forces potentielles pour vendre son futur aux masses d'un grand public qui avait bien trop longtemps été réfractaire au charme alvéolaire des hardcore gamers. Son nom, Wii Sports, 2 mots, un titre, une promesse, celle d'un jeu où l'on bouge, la simplicité même. En ce qui concerne la bien nommée Super NES, tout est dans le titre. Le public est vite conscient des avantages évidents contenus dans cette appellation. Nous ne sommes pas ici dans le flou fourre-tout du terme artistismique publicitaire qui ne séduit plus, comme par exemple la Wii U. Non, l'acheteur comprend instinctivement. Il avait une NES, jouait avec le Power, maintenant celui-ci sera Super. Nous avons ici la promesse d'une nouvelle génération annoncée comme l'évolution des ambitions ludiques d'une compagnie Nintendo bien décidée à réinventer ses séries légendaires. Le public a grandi, les titres doivent faire de même. Tout ça, si possible, en gardant momentanément leur console précédente compétitive le temps de financer le futur incertain de leur nouveau bolide. C'est une évolution, certes, mais pragmatique, calculée. Nintendo est une compagnie centenaire. Elle refuse de prendre des décisions mettant sa survie en danger à la légère. Aucun de leurs paris ne risque de rapporter si l'engouement se fait attendre au lancement. Nous voici repartis à la base de notre réflexion. Résumons. Un titre de lancement est une invitation à l'excès, la démonstration d'un plaisir que l'on ne peut pas trouver ailleurs, l'appel lointain d'une expérience dont le mystère, savamment entretenu par le pouvoir publicitaire, fait basculer l'envie vers le désir et l'attente vers l'achat. Or, pour attiser ce type de passion, il faut mettre le paquet. Peut-être doit-on souligner au passage que lors de sa sortie, la Super NES faisait face, et non pas fesse, à une compétition bien plus rude, et non pas prude que celle face à laquelle la Famicom, et non pas s'est imposée comme l'armée napoléonienne le fit autrefois face aux rangs égarés d'une autre puissance européenne qui ne mangeait par tradition que des navets, c'est l'évidence même. Il est presque inutile de mentionner, ça même de manière détournée, que la NES avait profité de l'effondrement mondial du modèle industriel Atari, ni d'ailleurs que cette implosion, que l'on nomme encore parfois le grand crack de 83, reposait sur une incompréhension totale de la part des constructeurs américains des envies de leur public principal. Ils espéraient, tant bien que mal, recycler en moins moche leurs quelques hits jusqu'à la fin des temps. N'ayez d'ailleurs pas peur du fait que l'histoire se répète quelque peu avec les 3 dernières générations de surplace conceptuelles réalisées par Sony, Microsoft et leurs titres qui ne comptent que sur l'évolution des graphismes pour baisser progressivement leur marge de profit. Tout ceci est parfaitement normal, nous allons vers une contraction du marché, c'est toujours le cas lors d'une période de stagflation, CQFD.
Rembobinons quelque peu, la Famicom est sortie au Japon en été 1983, précisément au même moment où l'effondrement de la demande sur le marché américain se fait sentir. Ce mouvement vers le bas prendra environ 1 an à vue de nez. Pendant ce temps, un Nintendo s'installe tranquillement sur son marché local sans trop se fatiguer. Super Mario n'existe pas encore. Cette solide assise nippone servira de dynamo économique à la compagnie pour financer ses futures ambitions internationales. Il suffit d'attendre. Sous le cataclysme distant du marché états-unien se cache une opportunité inespérée. Un constructeur courageux pourrait changer en profondeur la manière dont sont envisagés les titres exploités sur ces formats domotiques. Attention, la phrase qui suit pourrait paraître excessive, elle me semble cependant véridique. Nintendo va profiter de l'opportunité qui se présente face à elle pour réinventer ex nihilo, dit-il ceteris paribus pour ceux et celles qui se souviennent ex aequo de leur latinitas culinaria, le concept même de jeux vidéo console. Rien que ça, le marché domotique ne sera plus tributaire des succès d'arcade, les codes de gameplay venus des salles enfumées ne sont plus primordiaux. Soudain, un nouveau type de produit apparaît. Exclusif aux dispositifs simplistes présents près de votre écran de télévision, son effort s'inscrit dans la longueur. Il peut aller plus loin, défier sur la durée, se rapproche même parfois des jeux présents sur PC. Nous voyons enfin l'arrivée du RPG simplifié, quelques titres d'aventure qui ne sont plus textuels. Le jeu de plateforme prend enfin ses lettres de noblesse, même les shmups prennent de la profondeur là où une partie durait autrefois quelques minutes, ces nouveaux titres peuvent durer quelques heures, parfois plus, cela dépend souvent de leur niveau de difficulté, souvent même de leur rejouabilité. Petit à petit, le mot de passe devient omniprésent avant de laisser sa place aux sauvegardes autrefois réservées aux ordinateurs de salon. Le jeu vidéo a évolué. Or, ces titres d'un nouveau calibre, ils ne servent qu'une seule finalité, rendre inévitable le mot Nintendo. Cette approche marketing épaulée par leurs exclusivités permettra à la compagnie de Kyoto de régner sans partage sur la génération 8 bits. En ce qui concerne le Japon, c'est un raz-de-marée, une éruption, peut-être même un ouragan qui s'étend de l'été 1983 aux alentours d'octobre 1988. Durant cet intervalle se solidifie enfin le marché vidéoludique japonais autour d'une situation hybride. Le marché de l'arcade fleurit grâce au charme évident de leurs évolutions technologiques constantes. Celui des machines de salon s'implante grâce au confort que représente le fait de pouvoir jouer chez soi à des titres différents conceptualisés pour durer un peu plus longtemps. Tout le monde est content, le marché local ronronne en imprimant tranquillement de l'argent. Puis vient une date fatidique, le 29 octobre 1988. Gardez-la quelques instants en mémoire, Sega tente depuis 5 ans de s'octroyer une part plus conséquente du marché vidéoludique mondial. Normal, ils ont déjà une portion conséquente de celui des salles d'arcade. L'expansion financée par celui-ci ne peut que les amener à diversifier leurs produits. Après quelques menus succès axés autour de l'évolution du format SG-1000, une console subtile sortie le même jour que la Famicom, c'est vers sa révision Sega Mark III que la compagnie fait converger ses espoirs. Il faudra juste lui trouver un nom à la hauteur de ses ambitions, mais lequel? Pourquoi pas Master System? Ça claque quand même. Ainsi nommée à l'international, cette machine devance pendant quelque temps la NES sur les marchés européens. Signe, s'il en fallait un, que le succès est à portée de main. Sega devra pourtant s'accrocher. Ce défi sera d'ailleurs plus conséquent qu'il n'y paraît sur papier. Pourquoi? C'est simple. Nintendo exige ses éditeurs tiers d'adhérer à une politique d'exclusivité des titres publiés sur leur format de salon. Une position, ça va de soi, calculée pour leur offrir un monopole aux limites de la légalité, ou même, pour être encore plus clair, aux confins de l'illégalité. En résumé, pour qu'un titre publié sur NES puisse avec allégresse aussi sortir sur Master System, il faut que Sega s'offre les droits de le reprogrammer pour leur machine d'ébène. Face à tant d'injustices, le constructeur se rebiffe, apprend sur le tas comment les jeux des autres éditeurs fonctionnent. Ces développeurs ont après tout le code sous les yeux ou l'obligation d'approximer par eux-mêmes les titres d'autres éditeurs. Sega comprend petit à petit comment produire des jeux différents de ceux sortant habituellement de leur écurie. Ne dit-on pas qu'en toute chose malheur est bon, en l'état, les choses doivent cependant changer. Ainsi placé dans une position précaire, Sega dégainera l'atout que tout compétiteur motivé peut se permettre de sortir quand il est insatisfait de son parc installé, forcer l'évolution du marché, se placer dans une logique next-gen, prendre de l'avance sur le futur. Telle sera la base du mouvement Mega Drive. Sortons vite fait nos calculettes, j'aime bien la mienne, elle est très chouette. Entre sa sortie au Japon et celle de la prochaine machine de Nintendo, Sega s'est offert 753 jours d'avance. Tout espoir est permis, surtout à l'international où certains consommateurs se fatiguent enfin de l'aspect enfantin du concept nintendien.
L'étrange beauté des années où Nintendo et Sega, ou peut-être même Sega et Nintendo, dit-il pour ne froisser personne, se livraient bataille, consiste en ce constat. Les deux constructeurs sont assez complémentaires. Nintendo est une compagnie tout public, elle voit ses consoles comme un mal indispensable à financer pour enfin vendre leurs jeux à qui mieux. Ceci est une expansion logique de l'époque où ils vendaient des cartes, des gadgets ou de manière plus laconique, des jouets. Sega, de son côté, est une des maîtresses du marché d'arcade, tant et si bien qu'elle continue, d'ailleurs, à faire une portion de son beurre en restant l'un des rares constructeurs de ce marché en constante régression. Pour l'instant, les 80s sont la terre promise de leurs bornes exquises. Trouver une place sur le marché domotique pour des portages, ceci fait sens. Surtout que certains de leurs talents sont parmi les meilleurs au monde. Yu Suzuki vient à l'esprit, Yuji Naka aussi, même s'il n'a pas encore fourni à la compagnie le personnage favori de Chris Chan. Il leur suffit donc de créer un second marché pour leurs succès établis et ça quitte à apprendre par la suite comment s'adapter petit à petit aux réalités du monde consoleux. Stratégie assez simple, autant l'admettre, mais qui leur assure un départ fulgurant sur le marché américain. Sur cette ère où la plastique compte souvent plus que la profondeur ludique pure, leur portage issu de l'arcade rencontre un succès immédiat. Le lancement états-unien de la Mega Drive, épaulé par Space Harrier 2, Altered Beast et un jeu de baseball, confirme ce constat. Aucun de ces titres n'est une révolution, on dirait pas les qualifier de chef-d'œuvre, mais chacun d'entre eux est beau, rapide et dépasse beaucoup le niveau technique actuel de Nintendo. C'est la promesse du pouvoir de leur format qui force l'admiration des joueurs blasés du surplace technologique de l'autre équipe. La Mega Drive représente un aperçu du futur, l'alternative cool d'un marché pour enfants, une sorte de Pepsi numérique. Maintenant, place au jeu. Première étape, 21 novembre 1990, en toute bonne logique, la compagnie Nintendo favorise son propre marché afin de tenter de contrecarrer l'avancée d'une Mega Drive pour lors fort populaire. Cette machine sortie, nous l'avons déjà dit, en octobre 1988 a su convaincre un public conséquent par l'évidence de sa surpuissance. Il va de soi qu'une machine 16 bits brillera forcément face à ses compétitrices directes si elles n'en ont que 8. Même la PC Engine est en danger, c'est dire. Niveau stratégie, rien de stupéfiant, Sega se contente pour lors d'enchaîner divers portages de qualité de ses titres d'arcade. Son combat ne commencera vraiment à émarger sur les plates-bandes d'une stratégie nintendienne qu'avec, formule fort belge, l'invention de Sonic en 1991. Imaginez, ils n'ont même pas encore sorti leur mascotte et pourtant, ils étaient déjà fort bien placés, ce qui force le respect d'une certaine manière. Face au premier mouvement du stratagème bleuté, Nintendo dégaine à peine 2 titres par chance, ce sont des calibres Magnum. 2 titres, d'accord, c'est peu. Nintendo privilégie ici la qualité au détriment de la quantité, cela va de soi, mais un autre message s'immisce dans ce binôme introductif, il prend la forme d'un défi. Pour commencer, faut donner l'impression implicite d'une supériorité technologique immédiate, une sorte de note d'intention présentée par le biais d'une notule stylistique. Ici, 5 lettres suffisent, F0. Un jeu dont le millésime se résume au mot excellence. Résumons le concept. Dans le futur cyberpunk de l'année 2560, une poignée d'ultramilliardaires ont décidé de financer un sport de vitesse d'un genre nouveau. Placé à quelques centimètres du sol, les monocoques, ce n'est pas sale, de cette division extrême, flottent au-dessus de tracés insensés mettant en exergue les réflexes surhumains de pilotes qui sont parfois bien loin de l'être. Vitesse, puissance, doigtier, je voulais dire doigté, tels sont les talents indispensables aux pilotes de demain. Ils en ont aussi demain, ça tombe bien. Rendu possible par le mode 7, un effet hardware permettant le défilement d'un plan bidimensionnel à l'écran, le titre démontre dès sa sortie l'ingéniosité d'une architecture Super Famicom basée sur les coprocesseurs. La Mega Drive de Sega, de son côté, compte beaucoup sur son CPU 68000 de Motorola pour épauler un processeur vidéo moins puissant. Autre subtilité, le gameplay distingué de F0 nécessite divers déplacements précis sur l'axe horizontal. Se mouvoir au pixel près afin d'éviter les dangers de la piste ou attaquer ses rivaux est ici une figure obligée. Pour ce faire, la Super Famicom déploie un autre élément crucial de son arsenal. Non satisfaite d'imposer le standard d'industrie maintenant présent sur toutes les manettes du marché, l'idée des boutons faciaux placés en croix, la console de Nintendo innove aussi en proposant des gâchettes situées sur la tranche du dispositif. Ce concept d'une simplicité phénoménale réinvente, sans en avoir l'air, l'ergonomie consolienne d'une manière qui n'a pas été égalée par les formats venus par la suite. Seule évolution tangible du format depuis lors, ces étranges gâchettes pas bêtes situées à l'arrière des manettes dites d'élite que l'élite délite à grands coups de bite quand leur botte débite des battes qui boutent sur les blattes butées de l'internet. Cette phrase est pas loin de faire sens, il lui manque qu'un peu de prite.
N'imaginez d'ailleurs pas que le seul attrait d'F-Zero soit technologique, j'en ai déjà parlé lors de mon dossier sur le sujet, mais un petit résumé ne peut pas faire de mal, se servira de teaser au retardataire. J'ai toujours considéré le titre de Kazunobu Shimizu comme l'un des meilleurs jeux de sa génération, certainement l'un des meilleurs jeux de course. Même maintenant, ses charmes sont tellement évidents que je me surprends au moins une fois par an à le lancer, mais pas trop loin, afin de ressentir ces sensations de vitesse pure. C'est d'ailleurs l'un de ces rares titres de conduite qui font abstraction des limitations d'adaptation d'un véhicule donné. Vous ne faites pas semblant ici de conduire une Formule 1 ou un bolide de rallye, non, vous êtes dans une dimension propre à la question vidéoludique. Un peu plus vite, un peu plus haut, c'est F-Zero. Ce qui m'amène à une autre constatation pleine de bon sens. Dans un duel corporate où Sega aura longtemps fait florès de son fameux Blast Processing, leur processeur était après tout cadencé à 7.6 MHz, il n'est pas anodin de constater qu'aucun de leurs jeux de course ne peut se targuer de proposer un feeling aussi vif que celui-ci. Je dis ceci en étant bien entendu conscient que comparaison n'est pas raison, et cela même si cette formule me fait aussi parfois me demander si, dans ce cas, comparution n'est pas russion. Après tout, la question se pose, parlez-en autour de vous. Malgré tous mes qualificatifs positifs et ma sympathie évidente pour le titre, il est évident que ce classique futuriste n'était pas l'attraction principale du lancement japonais de la Super Famicom. Nintendo possède un atout majeur, encore et toujours, une arme ultime invaincue depuis 1985, elle se résume aussi en un mot de 5 lettres, Mario. Que dire sur le sujet, c'est un cercle vertueux. Mario vend Nintendo, Nintendo vend Mario, quelque part au milieu de la boucle récursive, les enfants exigent l'achat d'une console de jeux vidéo, qui dit console dit jeu, et ainsi le chiffre d'affaires grandit. Ici, présent au lancement par le biais de Super Mario World, le plombier le plus célèbre au monde se contente d'apparaître dans un titre qui n'a pas besoin de révolutionner la série. Ce défi fut déjà relevé par le 3e opus des aventures de l'Olibrius. À ce stade, le jeu doit surtout sortir à temps pour remplir son cahier des charges. Au programme, quelques nouveaux pouvoirs, toujours très similaires au précédent, une monture nommée Yoshi. Faut croire qu'ils sont amis, c'est pour ça que Mario insiste pour qu'il porte une selle, des rênes et obtient son attention en lui tapant sur le crâne tandis qu'il chevauche son dos allègrement. Pour l'anecdote, Nintendo soutenait à l'époque que Yoshi en tant que tel était un concept d'une profondeur impossible à mettre en place sur NES. Rien que ça justifiait l'existence du titre, peut-être même celle de la SNES, quitte à y être. Tentez d'oublier le fait que certains Adventure Island et Little Nemo Dream Master proposaient déjà cet artifice sur leur précédente console, ce sera mieux. Ceci dit, sans médire, Super Mario World est un titre fort réussi, il ne prétend pas montrer le hardware au niveau le plus haut, mais se contente de réintroduire de manière plus claire l'univers de la série. En parlant des graphismes, je les trouve un peu moins aseptisés que les tentatives venues par la suite, celles censées suivre de la manière la plus servile les dessins promotionnels réalisés par Nintendo. Le pixel art présenté ici conserve un peu de cette énergie farouche du tout premier titre, sans doute est-ce un cadeau de son directeur Takashi Tezuka. Après tout, je le répète, il faut que ça se sache, c'est lui qui dirigeait les titres rêvés par Shigeru Miyamoto. Son impact sur le succès de la compagnie n'est pas à minimiser. Sans Takashi Tezuka, qui sait à quoi ces titres auraient fini par ressembler. Revenons au sujet du paragraphe. Pour un titre de lancement, Super Mario World remplit son rôle parfaitement. Introduire la console aux fans de Luigi, leur donner envie de Linguini, peut-être même de Spumanti, tant et si bien qu'aucune suite directe ne sera produite sur le format, le repas suffit. Peut-être est-ce aussi pour cela que ce World écoulera environ 20 millions d'exemplaires durant son règne. Qui sait ? Résumons, 2 titres mais pas n'importe lesquels auront suffi à résumer la stratégie de Nintendo pour sa seconde console, à savoir redéfinir ses anciennes séries, en inventer quelques-unes pour étoffer l'offre, mais surtout prouver l'utilité du format face à ses compétiteurs. Sous tout ceci, un message limpide. Au-delà des combats momentanés du hardware et sa course éphémère, c'est bien la compagnie de Kyoto qui définit les standards d'ergonomie de l'industrie. Ceux qui comptent survivre à leur passage se devront les suivre. Même Sega, en fin de compte, abandonnera ses manettes à 6 boutons placés en rang d'oignon pour sa Dreamcast. Ça aura pris du temps, mais bon. Deuxième arrêt, nous passons de l'autre côté de l'océan Pacifique. Sans le savoir, quelque part, Gilbert Montagnier sourit. Le lancement décalé continue. Une date, 23 août 1991, un endroit, les États-Unis. Pas petit l'endroit, ceci dit. 9 mois se sont déjà écoulés depuis la sortie japonaise du format Next Gen Made in Nintendo. Le succès semblait inévitable au Japon. Ce marché, même aujourd'hui, leur appartient pleinement. Mais en Amérique, le danger est présent. Sega a profité de son avance pour générer un message marketing puissant. Genesis does what Nintendo don't.
Ce n'est pas une publicité pour le groupe de Phil Collins que je vous cite ici, mais bien le slogan de leur console. J'ignore pourquoi, mais le terme Mega Drive, pourtant très chic, n'a pas plu aux pontes de la division américaine de Sega. Ils voulaient quelque chose de plus biblique, faut croire. Ce sera donc Genesis. Face à tant de puissance évocatrice, Nintendo n'a qu'une seule solution pour s'assurer le marché états-unien. Leur décision offensive, calculée, décisive. La compagnie de Kyoto glisse un exemplaire gratuit, je fais le mouvement guillemet de mes doigts, de Super Mario World avec chaque Super NES vendu sur ce territoire. C'est ainsi, soit dit en passant, que le titre atteint les 20 millions d'exemplaires écoulés. Je dis ça au cas où il serait utile de le souligner. Par chance, ils ont aussi prévu de sortir d'autres titres pour rentabiliser ce geste princier. Consultons la liste, c'est un peu pour ça que nous sommes ici. F-Zero est aussi présent au lancement, cela va de soi, son style fort inspiré du monde des comics de l'époque ne détonne pas face aux goûts locaux. Un peu plus bas, nous trouvons l'avant-dernier titre Made in Nintendo de ce lancement en forme de débarquement, Pilot Wings. Un simili-simulateur de vol adoré par les papas de l'époque, il se permet d'utiliser les forces du format pour tenter un type de logiciel différent. Entre simulation légère et shmup vu du dessus, il permet de s'essayer aux joies du pilotage, le temps d'un apprentissage censé vous emmener toujours plus loin dans la surprenante complexité d'un titre qui semblait pourtant au début assez innocent. Par rapport au titre favorisé par Sega dans leur effort publicitaire, souvent bâti autour d'une vision très 90s, ce qui est cool, Pilot Wings est doté d'une ambiance cosy. Ses sonorités situées quelque part entre le jazz easy listening et quelques synthés tendance Kajagoogoo lui donnent un aspect plutôt sophistiqué, tandis que ses graphismes synthétiques dotés d'une esthétique assurée n'hésitent pas à représenter une réalité idéalisée plutôt qu'à tenter le pari de la servilité. On vise une ambiance calfeutrée, limite business casual. On y joue après une pleine journée de travail, cravate défaite, mocassin au sol, c'est un jeu pour adultes et pas un défouloir pour gamins. Tout ceci, bien entendu, est avant tout l'écrin sensoriel de bon ton d'un titre pourtant beaucoup plus exigeant qu'il n'y paraît. Son gameplay résume une vision nintendienne de l'adage arcadien, facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser. S'y frotter représente un long processus aux multiples détours qui vous amènent du premier cours de pilotage à votre examen final. Ou en plus sale, des saints instructeurs de votre club local au rivage bien moins sage d'une joute d'hélicoptère. Toujours est-il qu'en faisant abstraction de son contexte militaire, le titre constitue, c'est un paradoxe, une sorte d'équivalent vidéoludique du yacht rock. Le titre est relaxant, easy playing au début, puis fini complexe. Sans en avoir l'air, c'est exquis. Même à ce jour, Pilot Wings reste un titre sans réel équivalent dans le marché actuel. Ses suites ne sont d'ailleurs pas vraiment à la hauteur de ses parties prises esthétiques. Le gameplay, par contre, faut voir. Dans la case, nous ne tentons pas forcément d'attirer uniquement l'attention de l'acheteur teenager car nous sommes conscients que ce sont les parents qui payent. Voici un autre représentant d'un poids conséquent, SimCity. Je pense qu'il est assez inutile de présenter un ludiciel aussi connu de manière moléculaire, mais il est peut-être bon de mentionner que comme son nom l'indique, il permet de simuler une cité. Moins profondément, soyez pas sale, que dans le fabuleux SimCity 2000, mais quand même. La présence d'un titre PC déclassé de ce calibre au lancement de la SNES participe aussi d'une volonté très DS de tenter d'élargir le public des consoles. On les voyait pour lors comme des machines puériles pour enfants, ce qui est encore le cas aujourd'hui, bien entendu, sauf que ceux-ci ont grandi et l'idée de proposer quelques défis à la hauteur des intellects d'adultes plus intéressés par l'idée de remplir correctement leur déclaration d'impôt que par la violence pure mérite aussi d'être saluée. J'avouerai n'avoir joué qu'une heure ou deux à cette version du titre, elle est fort réussie à son échelle, mais pour moi qui étais formé sur sa suite, revenir au charme brutaliste de son ancêtre ne me fait pas fort envie. Surtout que ce n'est vraiment pas, mais pas du tout, un jeu qui se prête bien à l'exercice de la manette, à celui de la canette. Cela va de soi, faut parfois être un peu bourré pour bien gouverner, ça rend les crises constantes un peu plus supportables. Vous aurez peut-être remarqué l'absence de titres publiés par des éditeurs tiers-partis lors de la sortie nippone de la machine nintendienne de la nouvelle Generation. C'est normal, nul jeu de ce style n'était prêt pour la dite date. J'aime bien cette tournure de phrase, ça fait sérieux. La dite date, la date dite, la didate, dadidate. C'est vraiment une base très versatile, dit-il, pour passer de la lali à la la la. Or ce coup-ci, un éditeur tiers est présent pour ce second rendez-vous avec l'histoire. Un seul, c'est pas épais, mais la compagnie ayant répondu à l'appel n'est pas des moindres. Et oui, c'est Konami. Peut-être faut-il aussi mentionner qu'à l'époque, une phrase comme « Eh oui, c'est Konami » se lisait avec entrain et pas comme on pourrait le faire de nos jours, ce qui donnerait « Eh oui ».
c'est Konami. Ici, ils sont venus proposer un titre très special. Son nom, Gradius 3. Ce petit classique d'Hiroyasu Machiguchi n'est peut-être pas présenté de la meilleure manière par son portage sur Super NES. Les magnifiques musiques de l'original d'arcade sont certes présentes, orchestrées avec tact pour tirer parti du chipset sonore Sony présent dans la SNES. Même l'aspect graphique est en moyenne fidèle aux équivalents présents dans la borne du même nom. Seul problème, les ralentissements. Je suis conscient, ce qui est toujours bon à rappeler d'ailleurs, je le suis du fait que de pareils problèmes étaient présents dans la version d'origine. Il est d'ailleurs possible de se demander si ceux de la version Super NES ne sont pas là pour donner l'illusion d'une parité avec celle exploitée dans les Game Center. Qui sait, soyons généreux. Tous les portages de Gradius souffrent d'ailleurs de ralentissements. Il se peut que cet artifice fasse tout simplement partie du style local. Pour rappel, nous sommes ici généreux. Peut-être même trop. Toujours est-il que cette version du titre ralentit suffisamment durant son action pour que le plaisir d'y jouer soit sévèrement handicapé. Le mot poussif vient à l'esprit. Celui de slideshow est présent plus loin dans le champ lexical, mais le fait qu'il y soit n'est pas vraiment rassurant. Pour simplifier, le titre ne devrait pas déjà ralentir quand, soudain, cela même si ce n'est pas une surprise, deux groupes d'ennemis lilliputiens de style anodin se hissent enfin à l'écran pour me donner mes premiers power-ups du niveau. Vous voulez que ça ralentisse un peu quand des dragons enflammés surgissent d'une nappe de magma intergalactique pour lécher ce n'est pas sale mon cockpit? Je peux comprendre, mais pas dans le vide intersidéral du niveau à peine commencé. Surtout que ces ralentissements doivent être devinés, jaugés, pressentis, ce qui ajoute une couche supplémentaire de réflexion sur le dos d'un gameplay déjà assez précis. Je veux dire, après tout, c'est suite Parodius, un vrai standard d'industrie, vous l'aurez appris ici. L'un dans l'autre, l'utilisateur avisé devine qu'un titre excellent réside quelque part dans cette cartouche. En l'état, il reste somme toute acceptable? Point d'interrogation. Assez fidèle à son modèle d'arcade malgré quelques passages coupés, mais si vous voulez en profiter pleinement, il faudra attendre un ROM hack brésilien sorti en 2019 qui ose utiliser le chipset sonore de la SNES pour enfin rendre le titre fluide. Voici un petit extrait comparatif. Vous verrez que la différence est frappante. Troisième et dernier arrêt, nous voici dans une zone économique que l'on nomme maintenant par pléonasme l'Europe. La date plurielle. La Super NES sort par chez nous de manière décalée pays par pays. Prenons donc la date de sortie française, ce sera plus pratique. 11 avril 1992. 8 mois se sont écoulés depuis le lancement américain. Nintendo a battu les tambours métaphoriques de la jungle vidéoludique pour obtenir autant de titres que possible. Il leur faut impérativement réussir leur débarquement sur le vieux continent. Résultat, 5 jeux répondent présents. Différents de ceux proposés en Amérique, nous retrouvons bien entendu F-Zero et Super Mario World. Au fait, en Europe, vous aurez le privilège d'acheter chaque jeu séparément. La gratuité n'avait cours que pour leurs clients américains. Un pack contenant Street Fighter 2 et 2 manettes, il me semble, sortira cependant quelques mois plus tard pour récompenser Capcom de leur fidélité. J'ai mentionné 5 jeux, il nous en reste donc 3 à découvrir. Les 2 produits made in Nintendo sont ici accompagnés de quelques titres publiés par eux mais commandé à d'autres développeurs et aussi d'un titre tiers party. Commençons par lui. Super R-Type n'est probablement pas le produit sur lequel se sont rués les acheteurs européens lors de la sortie de la SNES. Il est d'ailleurs douteux qu'il soit supérieur au Gradius 3 proposé aux États-Unis, c'est aussi une question de goût. Ceci dit, le titre d'Irem reste un fier représentant de son genre. Musique fantastique, ralentissement gênant, graphisme correct, un vrai résumé du niveau moyen d'un jeu de lancement placé sur format Super Nintendo. Et il possède même son petit gimmick pour se différencier du titre konamien. Là où Gradius 3 vous propose l'inévitable montée en puissance de satellites dotés de lasers qui permettent de tirer sur vos ennemis au ralenti, Super R-Type vous met aux commandes d'un vaisseau très spécial doté d'un artifice qui l'est tout autant. Vous avez ce machin qui flotte à proximité de votre museau et vous pouvez décider de l'envoyer à distance tuer les ennemis de plus près, mais aussi la poser à votre fuselage par devant ou par derrière pour jouir, ce n'est pas sale, de tir plus puissant, ce qui ouvre une réelle dimension stratégique unique à cette série, même aujourd'hui. Techniquement, le titre souffre des mêmes problèmes de ralentissement subis par de nombreux jeux tiers parties sortis au début de la SNES. C'est ainsi, Super R-Type n'est pas pour autant injouable, mais il est assez difficile de s'habituer au côté imprévisible de son framerate.
Ce type de remarque s'étend à beaucoup de titres tendance shoot 'em up sortis sur le format, un constat d'ailleurs qui ne s'étend que très rarement aux équivalents locaux sortis sur Mega Drive. D'accord, vous jouez à des titres moins connus comme Biohazard Battle ou Advanced Buster Hargley Lancer, mais les jeux sont fluides. Dès le début, faut pas attendre que les développeurs apprennent comment coder pour votre machine au coprocesseur complexe, et ça, c'était le gros avantage Sega, leur architecture était connue. Ailleurs sur la liste, l'on trouvera deux projets dont la présence peut sembler étrange. Nintendo doit pour l'heure considérer le joueur européen comme un athlète frustré et s'est donc payé quelques titres susceptibles de remplir ses envies inassouvies. Au programme petit 1, Super Tennis de Tokyo Soshiki. Ne soyez pas surpris d'ignorer l'existence du studio, ce sont en théorie des éditeurs de manuels scolaires. Leur activité dans le domaine du jeu vidéo a, depuis lors, été transférée à leur succursale Tonking House. Petit 2, Super Soccer de Human Entertainment. C'est toujours bon signe quand votre titre de football s'appelle Super Soccer, ça sonne très européen. Bien joué. Alors, dans l'eau, je n'ai vraiment joué dans la durée qu'au titre de tennis. Normal, c'est mon sport favori. En ma qualité de grand fan de bowling, il me semble que la plupart des coups de la discipline sont au rendez-vous. Ce qui est généralement le type de remarque que l'on se sent obligé de sortir, dans le doute en causant d'un jeu de tennis. Tous les coups sont dedans, dit-on d'un air un peu gêné avant de bifurquer sur l'un des deux arguments suivants. Le premier, fort solide, consiste à prétendre préférer Final Match Tennis sur PC Engine car l'on est un crétin élitiste. Si on vous sort celui-ci, méfiez-vous, il est maintenant statistiquement très peu probable que le rédacteur d'une phrase pareille ait réellement joué au titre, surtout en versus. Sans doute répète-t-il des anecdotes lues dans Joypad durant son adolescence, celles décrivant leurs matchs épiques ayant pris place autrefois durant des heures et des heures où ils se sont mis la fièvre. L'autre argument, beaucoup plus réaliste, consiste à évoquer l'existence de Virtua Tennis 2, peut-être même du Guyver, afin d'établir une préférence bâtie sur une nostalgie déplacée pour son enfance sur le littoral belge et autres évocations des arcades locales situées à 2 coudées de la plage. Puis le Guyver aussi, très important. Afin de couper le nœud gandien, je me contenterai de dire, sans cabotinage, que Super Tennis est un solide simulateur de basket doté de tous les coups que je m'attends d'un titre de hockey. Ils sont placés sur divers boutons que l'on trouve sur la manette, ce qui est certes assez standard, mais reste cependant plaisant. J'ajouterai aussi que dans mon expérience, les échanges de Smash Tennis de Namco, sortis en 93 sur le même support, me semblent plus nerveux. Les deux jeux sont fermement dans le domaine de la simulation légère de basket. Ce n'est pas top spin, mais en même temps, tant mieux. Super Soccer, de son côté, est bien entendu un titre de football. Jusqu'ici, tout est factuel, réalisé par Human Entertainment, une compagnie plus connue pour avoir réalisé Final Match Tennis, un titre de rugby auquel je jouais d'un air ému lorsque j'étais rédacteur pour Joypad. Ce jeu propose de son côté tous les coups du flipper. Seul problème, c'est un titre de soccer. J'ai déjà dit, il est super, du moins par le titre. Je n'ai aucune prétention dans le domaine de la détection qualitative ou même quantitative des simulateurs de ballon rond, autant être d'une franchise brutale. Mais je ne suis pas non plus de ces rétifs chétifs qui, tel Sisyphe, sortent leur canif au pif pour s'enfermer au château d'If et Foudin au loin, les clips d'un bon fan fait furgir tel un phénix fin fertin, un championnat de football. Certains matchs sont beaux à regarder, j'en suis conscient, ceci dit, à quoi bon? Mais sont-ils écrasés par un angle de vue en mode 7 qui n'aide pas l'utilisateur éventuel à visualiser par la pleine puissance de ses sens le jeu qu'il aimerait tenter d'exécuter? Je ne pense pas. Ceci dit, je pense avoir récemment mentionné n'avoir aucune prétention dans le domaine de la détection qualitative ou même quantitative de ce type de titre. On me prétend cependant que le meilleur jeu de ce genre devra attendre quelques années avant de sortir sur le format Super NES. Et il semble, si j'en crois mes sources, qu'il s'agisse de International Superstar Soccer Deluxe, un titre confidentiel réalisationné par la compagnie Konami. Au fait, eh oui, c'est Konami. Résumons vite fait l'effet de ces lancements sur la psyché de leurs utilisateurs lors de la sortie sur le continent européen. Il l'était, en effet. À l'époque, la Mega Drive s'était octroyé le luxe suprême d'emmener une petite vingtaine de titres avec elle pour séduire son futur public. Je vous en parlerai bientôt, surtout si ce sujet-ci vous intéresse, cela va de soi. Pour faire face à cette stratégie pariant sur le fait de proposer au moins un titre correct dans chaque genre susceptible de faire plaisir, Nintendo se contente de décocher une poignée de jeux dont au moins 2 sont de qualité discutable. Preuve, s'il en faut, que le problème principal de Sega durant cette période se résumait à une forme de réactivité du public vidéoludique au sens large vis-à-vis de leur marque. Un challenger est toujours obligé de faire ses preuves, ainsi va la vie. En l'état, gardez ceci à l'esprit, s'il s'agit de lancer une console, on sait jamais, ça pourrait vous arriver, l'aspect qualitatif prime souvent sur l'aspect quantitatif.
Un titre classé à hauteur des classiques vous servira bien mieux qu'une poignée de titres réussis à qui manque le lustre de l'excellence. À bientôt. Et salut, c'est Arthur, vous savez, le concepteur, / monteur, / rédacteur, / voix off, / crétin de la chaîne Les Critiques du Masque. Je tiens à prendre quelques secondes de votre vue, surtout maintenant que la vidéo est finie, pour remercier les gens dont le nom défile actuellement à l'écran. Ce sont les gens du Patreon, mais aussi ceux des abonnements payants de YouTube. Sans eux, j'aurais probablement été obligé par les vicissitudes du destin à mettre fin à mes activités. Le moins que je puisse faire face à pareil inventaire reste bien de les honorer comme ils le méritent, mais n'ayez pas peur, même si les moyens vous font défaut, vous pouvez toujours faire l'effort de fort me faire plaisir en vous abonnant.